Microsoft. Salut tout le monde, bienvenue dans HCast, le podcast du cinéma HK et asiatique. On espère que vous allez bien. Je suis Marvin Montes, avec moi j'ai Erwan Kirok. Comment ça va ? Bonjour à tous, en attendant le reconfinement. Éventuel. Reconfinement. Essaye de garder un petit peu d'espoir, qui ne changera rien à nos vies de toute façon, puisque moi je continuerai à travailler, et puis toi le confinement c'est ta vie de chaque jour. Exactement, donc moi ça n'a aucun impact. Donc un épisode presque d'actualité, puisque j'imagine que les gens qui respectent pas le couvre-feu vont bientôt remplir les prisons françaises. Donc on va parler d'un auteur qu'on a évoqué au détour de quelques phrases, mais jamais en profondeur, c'est bien sûr Ringo Lam, avec Prison on Fire. Prison on Fire de Ringo Lam, qui est un des membres fondateurs de la nouvelle vague de Hong Kong. C'est un des très grands noms de ceux qui ont fait le grand cinéma de Hong Kong des années 80-90, et Prison on Fire est une de ses œuvres majeures, et d'ailleurs fait partie d'une série de films On Fire qui reste parmi les films majeurs en fait du réalisateur. Alors on voulait dire tétralogie, mais on va être complètement honnête, en off tu m'as rappelé avant qu'il y avait aussi Sky on Fire. Il y a eu le scénariste de Prison on Fire qui est le frère du réalisateur, qui a écrit la plupart de ses films, a également écrit Prison on Fire Life Sentence, mais qui n'est pas une suite de Prison on Fire 2. Donc pour être complétiste, voilà, comme ça vous avez tous les On Fire en tête. Le On Fire Universe. L'histoire, c'est Lo qui se retrouve en prison pour un homicide involontaire et qui très rapidement va devoir faire face aux membres des triades qui pullulent à l'intérieur de la prison et qui font leur loi. Il va se faire un ami en la personne de Ching, mais malheureusement, eux deux vont se retrouver pris à l'intérieur d'une spirale infernale qui va les mener de plus en plus loin dans la violence et les affrontements. C'est le pitch typique du film carcéral. Ce mec-là qui est, on va dire, pas innocent, mais bon. C'est pas un criminel, quoi. Voilà, c'est pas un vrai criminel et qui va s'allier à un détenu, on va dire, expérimenté, qui est en voie de réhabilitation, de rédemption, quoi. Exactement. Qui finalement va devenir le plus violent des deux. Ça, c'est la question du film carcéral. En fait, c'est Les Évadés Hong Kong. Ça entretient, comme nombre de films de prison, de nombreux parallèles avec les films de prison célèbres, dont Les Évadés. Et ça reste complètement comparable à celui-là en termes de qualité. C'est quand même un des meilleurs films, carcéral, que j'ai pu voir, et un des meilleurs films de Ringo Lam. Avant de passer au contexte, on pourra quand même, je pense, le définir comme faisant partie de la descendance du polar urbain, en fait. Parce que même si c'est pas à proprement parler un polar, dans le sens où il se passe pas dans l'environnement déjà urbain de Hong Kong, il reprend quand même tous les codes. C'est-à-dire la corruption, l'influence des triades, on y reviendra. Pour moi, il fait pleinement partie de cette vague de polar des années 80-90, au même titre que, par exemple, City on Fire ou Full Contact, ou ces choses-là, quoi. On retrouve effectivement tous les codes du film de polar de cette époque-là dans le microcosme de la prison, un milieu très anxiogène, mais qui est également présent dans les films majeurs de Ringo Lam. En fait, même ces polars urbains qui se situent en extérieur, qui se situent dans la ville de Hong Kong, sont extrêmement anxiogènes. Et donc, c'était logique qu'il aille explorer la prison comme il l'a fait avec l'école. School on Fire, on est dans un environnement extrêmement restreint où tout le monde est mis sous pression. Les personnages sont encore dans une cocotte minute, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. La prison, c'est une société, quoi. Un reflet, en tout cas, de l'environnement extérieur. C'est un reflet de la société hongkongaise, en fait, mais dans un milieu carcéral. Prison on Fire, c'est un film qui est sorti en 1987. Alors on vous a parlé de la fameuse nouvelle vague HK. De cette nouvelle vague HK, un espèce de deuxième âge d'or du cinéma hongkongais après celui des années 60-70, c'est-à-dire cette fameuse HK mania qu'on a eue en France avec la découverte par le public occidental du fameux polar urbain. Et donc Ringo Lam, il a été au même titre que John Woo, Johnny To ou Kirk Kong, un des grands artisans de ce polar urbain. Et ce qui est intéressant dans Prison on Fire, c'est qu'il sort un an après le fameux Syndicat du crime de John Woo, qui était l'année zéro de l'Heroic Bloodshed, et que dans la foulée de City on Fire, Prison on Fire de Ringo Lam, c'est déjà l'anti-Heroic Bloodshed. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout d'esthétiser la violence ou de la rendre un peu opératique comme chez John Woo, c'est vraiment de faire quelque chose de glacial, quelque chose de cru, quelque chose de vraiment violent de manière primaire. Il n'y a pas du tout de poésie ou de romantisme dans la saga des On Fire, quoi. On pourrait même dire que Ringo Lam, avec sa série des On Fire, s'inscrit vraiment dans l'anti-John
John Woo. Ringo Lam, lui, choisit vraiment d'approcher la violence avec une mise en scène qui peut rappeler le documentaire, avec un réalisme extrêmement cru. Et il s'inscrit vraiment d'ailleurs comme un journaliste de ce qui se passe dans la société hongkongaise à ce moment-là. Ces films sont des dénonciations du système et cherche le réalisme le plus total. Donc un coup de poing, ça éclate un visage. La violence traumatise ceux qui en sont victimes et ceux qui en sont les émissaires. C'est vraiment deux visions opposées du cinéma, et c'est passionnant à voir. Il y a moins ce côté surréaliste, ce côté un peu homérique, tu vois, dans les gunfights, qui te rapproche quand même beaucoup plus d'une histoire ancrée dans le réel, parce que c'est vraiment le but de Ringo Lam dans une grande partie de son œuvre, et surtout dans les On Fire. Ce qui est intéressant à relever aussi, c'est que tu parlais du fait que Ringo Lam était un petit peu l'anti-John Woo, et donc par extension l'anti-film de héros, quoi. Tu sais, le Heroic Bloodshed, c'est le film de sabre avec des flingues, quoi, avec des valeurs chevaleresques. Mais c'est qu'en plus de ça, il va réutiliser donc dans City on Fire et dans Prison on Fire, Chow Yun-fat, quoi, qui est devenu l'emblème depuis le syndicat du crime, du polar et de l'Heroic Bloodshed. Chow Yun-fat, il est la tête de gondole quasiment des deux grandes branches du polar HK, quoi. À la fois c'est le mec de The Killer et du syndicat du crime, mais c'est aussi la star de Full Contact, de City on Fire, de Prison on Fire. Autant dans le truc le plus viscéral que dans le truc le plus romantique, il reste la figure de proue, donc c'est quand même une carrière impressionnante. C'est assez dingue de se dire ça, quoi. De toute façon, il peut tout jouer, je dirais même qu'il a tout joué d'une certaine manière, et donc il a travaillé avec les plus grands, dont Ringo Lam, dans des films complètement différents, dans des personnages complètement différents qui montrent son talent. À ce moment-là, il vient d'exploser, en fait. Dans le syndicat du crime, où il est même pas le rôle principal, il a plutôt tendance à voler la vedette aux deux autres acteurs, parce qu'il faut savoir que Chow Yun-fat, avant d'être la star du syndicat du crime, on le surnommait le poison du box-office, parce que systématiquement les films où il jouait se viandaient, quoi. Pourtant il a joué dans des grands films, il a été notamment devant la caméra de Han Huy, justement dans Story of Who Viet, mais ça marchait pas, alors que le syndicat du crime était devenu vraiment un phénomène de société. J'ai revu des anecdotes, ils estiment quand même que un Hongkongais sur 3 a vu le film à la sortie, ce qui est quand même assez énorme. Chow Yun-fat, il était passé en l'espace d'une année du statut d'acteur vraiment de seconde zone à star ultime du polar urbain, en fait. Et il a aussi eu la reconnaissance de l'industrie, en plus de celle du public, parce que même s'il jouait ce qui n'est finalement qu'un second rôle, il a quand même été nominé et il a gagné le HK Film Award du meilleur acteur. Pour terminer sur le contexte, on a aussi quand même un autre acteur important qui est Tony Leung Ka-fai, qui n'est pas le Tony Leung de Hardboiled, dont on a déjà parlé, ou de The Grandmaster, puisque ça c'était Tony Leung Chiu-wai. Là on a Tony Leung Ka-fai. Le grand Tony, pour ne pas confondre avec le petit Tony, qui est Tony Leung Chiu-wai. Voilà, c'est ça, le grand Tony, qui était un acteur fondamental de la nouvelle vague. Il a tourné pour Kirk Kong, il a même tourné pour Jean-Jacques Hano. C'est ce qui l'a rendu célèbre en Europe d'ailleurs. Il avait fait un retour en force dans l'élection. Et le dernier acteur que je voulais citer, qui est présent d'ailleurs dans les 3 films On Fire, c'est Roy Chung, qui a toujours des rôle de salaud. Là, il est le gardien-chef, comme on l'appelle. Qui est le méchant de l'histoire, en fait. Alors déjà, moi, je vais commencer par revenir sur ce que je disais en intro, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les grandes thématiques du polar, justement, de ces années-là? La première, c'est la corruption. Parce que, historiquement, Hong Kong sort d'une grosse période de corruption dans la police. Et c'est à partir de ce moment-là où, à la télé, qui était le berceau de la nouvelle vague, on a commencé à se permettre, pour grossir le trait, d'être peut-être moins politiquement correct. C'est-à-dire qu'on a pu commencer à parler vraiment de corruption, et qu'on a pu représenter la police et en général les institutions de manière peut-être plus négative. Et dans Prison Fire, on a ça. Dans le film, la plus grande menace, elle est représentée par l'institution, c'est-à-dire par les gardiens et par le fameux gardien-chef dont tu parlais avant. Et la deuxième grande thématique du polar, c'est l'influence des triades dans la société, c'est la montée de la criminalité avant la rétrocession, et donc forcément dans Prison on Fire, la criminalité elle est partout puisqu'on est dans un film de prison. C'est quelque chose que je trouve vraiment réussi, c'est-à-dire que au final les criminels, on oublie assez vite leurs conditions puisque la véritable menace vient de la sécurité de la prison, de la direction de la prison en fait. Comme dans les autres On Fire de Ringo Lam, c'est une critique des institutions en fait qui sont complètement pourries de l'intérieur et qui détruisent en fait tout ce qu'elles touchent, c'est-à-dire que l'innocent devient lui-même victime et est obligé de se transformer en une bête sauvage pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'on retrouve dans les On Fire, c'est que le système est gangréné par une violence qui vient des puissants en fait. Et ce qu'on sent en fait dans ces films-là, mais qu'on sent également dans Full Alert et dans d'autres films de Ringo Lam, c'est cet aspect d'une société en fait qui est sur le point d'exploser. On a des personnages qui se retrouvent écrasés
par un système qui ne leur laisse pas d'échappatoire. Bah, de toute façon, dès la scène introductive, on remet en cause le bien fondé de l'institution, c'est-à-dire que le personnage qui est incarné par Tony Leung, c'est une situation de légitime défense, quoi. Il défend son père et son commerce d'une bande de criminels, c'est ça, et il finit par en tuer un. Ça fait écho à la criminalité qui était quand même un des grands problèmes du Hong Kong pré-rétrocession, quoi, on va dire. Donc il se retrouve en prison, ce qui déjà forme une injustice majeure dès le début du récit, quoi. Tout sonne vrai dans Prison on Fire, tu vois, même la photo, elle est un peu dégueulasse. Je dirais qu'au-delà même des décors de la photo, qui s'inscrivent dans la même logique, quand je parlais de documentaire, c'était ça aussi, c'est que il ne cherche même pas à glamouriser les personnages, il est même pas influencé par le fait que Chow Yun-fat soit devenu une icône de charisme, il le montre en train de faire caca. C'est quasiment la première fois, je crois, enfin ça arrive très vite. Oui, c'est ça, il y a aucun tabou, et c'est ça qui est finalement très rafraîchissant, et qui moi m'avait horrifié, je pense, la première fois que je l'ai vu, parce que pour moi Chow Yun-fat c'était The Killer. C'est terrible, hein. C'est le mec le plus stylé de la galaxie, et là je le vois en train de faire caca, en train de raconter des blagues, et c'est génial en fait. Je ferai l'aparté sur Chow Yun-fat qui est absolument génial dans le film. Je lui trouve un charisme fou, rien que par ses mimiques et par l'humanité qui ressort du personnage et qui est, je pense, inhérente à l'acteur Chow Yun-fat, qui a l'air d'être comme ça dans la vie aussi. Bien sûr. Pour revenir sur ce que tu disais, le côté cru en fait de ce qu'ils nous ont montré est complètement dans la logique du film et dans la logique de Ringo Lam. Il veut nous sortir en fait du côté film pour nous dire non, ce que je vous montre c'est la vraie vie. C'est-à-dire que On Fire, c'est pas vraiment une histoire de pyrotechnique, c'est même marginal par rapport à ce qu'est en train de devenir le Polar HK à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'effets pyrotechniques, par exemple dans les Hero Movie, et pas du tout dans les On Fire, ni dans City on Fire, ni dans Prison on Fire, ni dans la suite, quoi. En fait, On Fire, c'est vraiment le symbole comme tu disais tout à l'heure, d'une cocotte minute. En fait, on est sur le feu, quoi. C'est vraiment ça. C'est une société qui est en train de bouillir et on est en train d'assister à l'explosion, en fait. Les troisième actes des films de Ringo Lam, notamment Prison on Fire et School on Fire, sont souvent les meilleures parties du film parce que tout converge, en fait, tous les éléments de l'histoire convergent vers cette explosion cathartique des personnages et de l'histoire. C'est extrêmement satisfaisant parce qu'il y a une sorte de sentiment de justice par rapport à l'impuissance qu'il y a eu pendant tout le film. Il y a enfin la justice qui arrive, mais par une violence extrême, donc tu ressens finalement une joie réelle, mais en même temps t'es absolument horrifié de ce par quoi vont devoir passer les personnages pour arriver à se libérer en fait de la botte qui les écrase en fait. Ce qui est rigolo justement, c'est que en termes de mise en scène, en tout cas pure, c'est là où c'est parfois paradoxal puisque les fameux troisième acte, le moment où ça explose vraiment, c'est les seuls moments où Ringo Lam s'autorise quelque part un certain surréalisme, quoi, tu vois. Je pense à Full Contact par exemple, où dans le dernier acte on commence à voir quelques ralentis, et dans Prison on Fire t'as quand même un certain surréalisme, par exemple dans la scène de pétage de câble de Chow Yun-fat, quoi. Mais qui est finalement la scène la plus stylisée en termes de photos. Mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que le film à ce moment-là embrasse finalement ce qui est le plus surréaliste, c'est-à-dire que les gardes se font choper par les prisonniers qui commencent à prendre le dessus et ça se transforme en scène de règlement de compte avec une violence totale où tout le monde se fout sur la tronche et où l'émotion prend le dessus sur toute notion de réalisme pour devenir vraiment un spectacle en fait, parce que c'est ce dont t'as besoin en tant que spectateur quand t'arrives à ce moment-là. T'as besoin qu'une justice qui n'existerait pas dans le monde réel. Les Prison on Fire auraient été réalisés par un Français, ça serait fini en drame, le mec aurait rien pu faire, ça aurait été la misère sociale. Oui. Là, c'est un choix audacieux, justement. Le truc passe du cauchemar à une grande satisfaction par la mise en scène, justement, qui sort un peu du documentaire pour se rapprocher finalement de ce qu'on pourrait trouver chez John Woo. Mais ça reste extrêmement cru, extrêmement violent dans sa manière de représenter la violence tout de même, quoi. Cette scène du pétage de câble, elle est super efficace dans le sens où elle forme vraiment un contraste avec une autre scène super importante du film qui est la scène du Nouvel An. On les voit danser ensemble, où vraiment c'est très appuyé par des ralentis. T'as presque des freeze frames d'ailleurs à ce moment-là sur eux qui sont en train de danser. Et en fait, c'est vraiment la bascule totale, quoi, tu vois. Entre le moment où on voit le plus de valeur de camaraderie, où ils ont l'air d'être vraiment les meilleurs amis du monde et où ils semblent tous totalement innocents, tu sais, ils sont là presque comme des gosses en fait, en train de danser et de chanter au Nouvel An. Et c'est vraiment quelques scènes plus tard que s'opère l'événement majeur de la fin du film, quoi. C'est ça qui fait toute la saveur de ces deux scènes, enfin notamment du final en fait. C'est que on a dans le même endroit, on a ce moment de pur bonheur, de pure joie entre les détenus qui va mettre d'autant plus en valeur le final extrêmement sanglant qui se déroule dans les mêmes lieux. Et d'ailleurs, on nous remontre les images du Nouvel An, je crois, à la fin du film, après justement le basculement, quoi. Ça n'est pas
Cho Yun-fat, on nous a esquissé un petit peu sa personnalité pendant tout le film, tu sais, on sait quand même qu'il est là pour une certaine raison, qu'il y a quand même une certaine violence en lui, si tu veux, même si on la montre pas, parce que c'est un personnage un peu rigolo, tu vois, voilà, un petit peu le grand frère sympa, quoi. Et au moment où il bascule vraiment, en termes graphiques, en tout cas, c'est dégueulasse, quoi. Et puis tu vois le changement en fait dans le personnage de Cho Yun-fat. Ça nous a été dit en discours qu'il avait pété les plombs parce que sa femme l'avait trompé, mais on ressent pas du tout ça pendant le film. C'est un peu comme s'il était pas vraiment en prison. Ouais, c'est ça. Donc il arrive un peu à faire échapper justement tout le monde. Ça me rappelle, tu vois, Luc la main froide. Ouais, carrément. Luc la main froide de Paul Newman. Il arrive à faire oublier à tous ses congénères qui sont en prison. C'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement positif, mais il n'empêche qu'il a une part de violence en lui et qui explose d'abord quand il s'en prend au chef de gang qui le fait chier depuis le début, en fait. Alors lui qui est le pire des enfoirés de l'histoire, il faut qu'on fasse un point sur ce mec. Ça devient une sorte de bras armé de l'institution, en fait, parce que c'est le fameux gardien-chef qui se sert de lui, en fait, pour créer des tensions. Parce que quelque part, au final, tu sais, quand il te présente la prison, t'as l'impression qu'il y a des petits conflits, des petites étincelles, mais tout le monde s'entend à peu près bien. Mais c'est toujours le gardien-chef et l'institution en elle-même qui va créer des tensions parce que quelque part, c'est trop calme, quoi. Tu sens également que lui a une grande violence en lui. Qui est justifié justement parce qu'apparemment, il a subi une agression par un criminel et que depuis, il y a une sorte de croisade oui, envers... d'où sa cicatrice sur le visage. D'ailleurs, je crois qu'en anglais, il l'appelle Scarface. Et oui, il y a une notion de vengeance du point de vue du personnage aussi. Donc on sait d'où il vient, mais il est présenté comme un sadique pur et dur. Et l'autre, donc Mickey, qui est joué par William Ho, il est pas sadique, c'est juste que c'est un enfoiré en fait, quoi. Et il finira par avoir son dû parce que on parlait de l'explosion du personnage de Ching, c'est contre lui qu'il va exploser une première fois et là on va voir son regard changer, hein. On voit vraiment, il essaie d'étrangler ce mec-là. Ça rappelle comment il aurait pu tuer un mec avant parce que la violence prend le dessus sur lui et il passe en mode je vais te buter, quoi. C'est un cinéma du dysfonctionnement. Tout se passe mal. Oui. Voilà, c'est des péripéties qui partent du postulat où tout se passe mal. C'est la loi de Murphy, c'est tout ce qui peut se passer mal ira mal. Mais tout se passe mal. La tâche la plus simple au monde tourne mal, quoi. C'est-à-dire laver son linge, émeute. C'est ce que tu dis, c'est que c'est la descente aux enfers. Et à partir du moment où le mec met les pieds en prison, il n'y a pas une seconde où ça va bien se passer. Parce que sans lui, tu vois, Cho Yun-fat, jamais de la vie, je pense, il repasse du mauvais côté. Non, et d'ailleurs, je trouve Cho Yun-fat très généreux avec le personnage. Oui, c'est un peu étrange cette petite relation, parce que quand même... Plusieurs fois, il lui dit « Ferme ta gueule, dis rien, sinon ça va mal se passer. » Et le mec ouvre quand même sa gueule. Parce qu'au final, c'est lui qui fout la merde, mais tu oui, vois. et puis Ching à côté, il est « Ah putain !» Et puis il reste pote avec lui quand même, tu vois. Il le défend corps et âme. Mais c'est là où, encore une fois, c'est dysfonctionnement total. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est le grain de sable dans le système carcéral, quoi. Il rentre, il va contribuer à refoutre la merde entre tous les gangs de la prison parce que vraiment tout le monde se fout sur la gueule au bout d'un moment. Et il va contribuer surtout à refaire passer Cho Yun-fat du mauvais côté, quoi. Si tu prends Prison on Fire en tant qu'objet filmique, on va dire individuel, sans prendre en compte la suite qui raconte complètement autre chose, hein, tu te dis quand même qu'après l'émeute, il y a moyen que ça se rallonge la peine, quoi. Complètement. Je pense qu'il s'est pris au moins 10 ans après quand il revient, quoi. Ouais, je pense. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais par rapport à l'idée du grain de sable qui vient foutre le bordel dans la logique finalement de la prison, dans le système carcéral, c'est quelque chose qui est très vrai dans le sens où c'est finalement, tu prends un personnage qui est naïf, qui est, on va dire, fondamentalement innocent, c'est celui qui va dérégler un système corrompu, qui va encore plus sombrer dans la violence, qui va même rentrer dans un mode d'autodestruction en fait. Et ça, on le retrouve également dans School on Fire, où c'est finalement le personnage le plus naïf, le plus innocent, qui va déclencher, malgré lui, des émeutes, des règlements de compte, et tout le monde va finir par s'entretuer dans un bain de sang total. Donc on pourrait dire que dans la vision de Ringo Lam, c'est l'innocent qui crée le chaos, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, finalement, la société, elle est pourrie à un tel point que si quelqu'un d'innocent rentre dedans, déjà, il est broyé et doit se transformer en bête, mais la société elle-même s'autodétruit. C'est d'un nihilisme total, de toute façon. Mais là où il y a une note d'espoir, quand même. Contrairement, par exemple, à School on Fire, c'est que quand même, on a le personnage de Johnny Lanka-Fai qui sort de prison et qui retrouve les siens, et on a le personnage de Ching, de Cho Yun-fat, qui rentre en prison, mais qui a la banane, qui a le sourire quand même. D'ailleurs, moi, j'étais en larmes à ce moment-là. Moi, j'étais en train de chialer à ce moment-là. Le film se termine quasiment sur un statu quo, quoi. C'est-à-dire qu'on revient quasiment à la situation initiale, c'est-à-dire pré-film. Tony Leung retourne à sa vie civile, puisqu'au final, il parvient quand même à s'extraire du système comme il peut, quoi. Et Cho Yun-fat revient en prison avec, on a l'impression qu'il a retrouvé le caractère qu'il avait au début de l'histoire, quoi. Ouais, il n'a pas de séquelles, mais c'est aussi peut-être une manière de Ringo Lam de nous signaler que
on peut rebasculer tout de suite, tu vois. Un seul événement nous ramènerait à la même situation explosive dans laquelle on était avant. Moi, j'ai trouvé le final extrêmement émouvant parce que c'est une expérience quand même assez traumatisante pour le spectateur. Moi, j'ai vraiment vécu le film. Des fois, quand je regarde certains films HK qui ont quand même pris de l'âge, j'ai du mal à me trouver investi parce que la façon dont sont définis les personnages, certaines choses me dérangent. Là, j'étais complètement dedans du début jusqu'à la fin. La seule chose, je dirais, qui a pris une ride, c'est les sortes de flashbacks au tout début du film avec une musique assez appuyée. Ça, je me suis dit vraiment ça, on pourrait les mettre de côté. Mais sinon, vraiment, le film a pas pris une ride au-delà de la qualité de sa pellicule, malheureusement. C'est quand même un film qui n'en fait pas des caisses en termes de réalisation, Prison on Fire. Tu vois, on a déjà parlé de la photo qui était un petit peu plutôt naturelle et parfois un peu dégueulasse, même en termes de montage. Je veux dire, on savait qu'à ce moment-là, le Polar HK, comme on disait tout de suite, c'était la révolution du montage aussi. Tu vois, le post-nouvelle vague, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a des tas de techniques qui sont nouvelles. On utilise à mort le fondu enchaîné. On a tendance à multiplier les plans. Et en fait, pas vraiment dans Prison on Fire. Ça reste un film qui est relativement, je vais pas dire formel parce que ça peut être vu comme péjoratif, mais dans ces 2/3, en fait, c'est un film qui, pour moi, est une mise en scène qui se veut fonctionnelle, volontairement, tu vois, et qui stylise pas vraiment ces scènes d'action qui sont pour la plupart des champs contre champs tout bêtes. C'est pas un film qui va en faire des tonnes au niveau des mouvements de caméra, mais ça marche, hein. C'est cette logique de documentaire. On est avec les personnages et finalement le réalisateur s'efface derrière une mise en scène, comme tu disais, fonctionnelle, qui en fait rajoute complètement à l'horreur de la situation parce qu'on est vraiment plongé avec les personnages et on n'a pas de recul d'esthétisation en fait de la violence. Il faut pas minimiser, enfin, il faut vraiment souligner l'importance du jeu de Tony Leung, parce qu'il faut se rappeler que c'est grâce à lui que ce personnage-là est crédible, parce que avant de devenir cette espèce de nouveau héros classique de Johnny To, tu sais, justement avec les jeunes dont tu parlais, il était le monsieur tout le monde presque de la nouvelle vague, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jouait avant tout dans des films de la nouvelle vague typiques, c'est-à-dire des films qui commençaient à traiter de thématiques sociales, tu sais, post-wuxia et films de kung-fu. On commençait à traiter des thématiques qui étaient vraiment compréhensibles du public dans le sens où ça parlait de leur quotidien. Et donc Tony Leung, il a incarné ce truc-là quand il tournait pour Kong, par exemple, tu vois. Il incarnait vraiment une sorte de monsieur tout le monde, de personnage empathique, de reflet du spectateur. Ce qui n'était pas déjà le cas de Chow Yun-fat, tu vois. Alors l'impact en lui-même, moi j'ai surtout envie de dire que ça va être une sorte de glissière qui va nous mener tranquillement à quelque chose d'encore plus extrême dont tu parlais avant, hein, donc School on Fire. Quand il fait Prison on Fire, c'est déjà un cinéma très rentre-dedans, mais c'est ce qui va le mener logiquement à faire School on Fire. Et School on Fire, c'est ce qu'on disait avant de se lancer dans l'enregistrement, c'est peut-être son meilleur film, au moins son film le plus jusqu'au boutiste, et tout simplement le plus violent. Autant Prison on Fire est très violent, notamment sur sa fin, autant School on Fire fait de Prison on Fire un film pour fillettes, quoi. Ouais, et dans School on Fire, en plus, il s'attaque à l'autre gros problème de la société hongkongaise, c'est-à-dire l'influence des triades chinoises, hein. Donc, parce que là, c'est vraiment clairement devenu la menace numéro 1. Et en plus de ça, il utilise plus Chow Yun-fat, ou ce genre d'emblème, si tu veux. C'est-à-dire que il va nous mettre des acteurs vraiment, pour le coup... moins reconnaissables. Le fait qu'il ait choisi un cast de personnes moins connues permet une plus grande identification et de moins se dire, ok, à un moment, Chow Yun-fat, il va péter les plombs et casser la gueule à tout le monde et il va remettre les pendules à l'heure. Non. Et sauter au ralenti, mettre un Non, là, pas du tout, justement. C'est d'autant plus jusqu'au boutiste que ça se termine mal pour tout le monde. Certes, on aura un petit encart à la fin qui dit, telle personne s'en est sortie, va à l'école après, mais bon, on n'en est pas témoin. Et ça se termine dans un bain de sang innommable où vraiment, à un moment, j'ai porté ma main à la bouche, genre, oh, putain, c'est tellement violent, quoi. Ça m'a vraiment mis sur le cul. Et pour parler de l'influence de Prison on Fire, c'est notamment l'influence que ça a eu sur la carrière de Ringo Lam, de vraiment l'inscrire comme le cinéaste dénonciateur social ultra violent, parce que School on Fire sera censuré, sera coupé dans tous les sens pour éviter une censure maximale, pour éviter qu'il soit pas diffusé. Et le peu de temps qu'il a été diffusé, ça a pas permis au film d'être un succès, mais c'est un des derniers grands films de Ringo Lam. Ça a fini d'inscrire la légende, on va dire, de Ringo Lam dans le cinéma hongkongais. Mais toute la base de cette noirceur et de quelque part ce cinéma un petit peu politique, tout est dans Prison on Fire, bien plus que dans City on Fire. Ouais. Vraiment la sensation de microcosme et de
déjà d'enfermement qui est lié à la prison, hein, forcément. C'est le reflet de son propre enfermement, parce que voilà, il y a beaucoup de cinéastes hongkongais qui se posaient des questions sur la suite des événements, hein, tout bêtement. C'était à 10 ans de la rétrocession, mais bon, ils savaient déjà qu'elle arrivait. Et puis bon, il faut savoir que Hong Kong, c'était pas une ville où il faisait nécessairement toujours bon vivre, quoi, avec évidemment la montée de la criminalité et la corruption, qui étaient vraiment des motifs d'inquiétude évidents, quoi. C'est l'aboutissement d'une logique, et ce que je voulais dire, c'est qu'il filme toujours Hong Kong d'une manière extrêmement anxiogène. Il va jamais sortir de Hong Kong et de ses petites ruelles, de ses maisons closes, où on a à peine la place pour une personne de passer dans un couloir. La prison est filmée de la même manière. Et c'est là où c'est encore pertinent de faire un dernier parallèle justement avec John Woo, parce que même quand John Woo fait le film à Hong Kong qui se voudrait peut-être moins esthétisant et dénonciateur de la violence en général, donc ça serait hardboiled, eh ben il continue de montrer Hong Kong comme un lieu cool, même s'il l'a détruit. Il continue de montrer Hong Kong comme quelque chose de parfois utopique, quoi. Tu vois, ce qui est jamais le cas chez Ringo Lam, jamais. Le parallèle est intéressant, comme tu dis, notamment voilà, si on prend à toute épreuve qui est la dernière œuvre avant la rétrocession de John Woo, c'est que il fait exploser Hong Kong, mais c'est du spectacle. C'est pas sérieux, c'est juste pour amuser la galerie, ce qui fait extrêmement bien. Ouais, et puis on dénonce la violence en l'esthétisant toujours. C'était pas d'une grande logique, tandis que Ringo Lam, c'est vraiment une démarche qui est pensée à tous les niveaux. Et c'est là où c'est très impressionnant. C'est-à-dire que autant John Woo, on peut l'apprécier pour ses talents d'entertainer, parce que c'est le meilleur dans son genre, autant Ringo Lam, c'est vraiment un cinéma qui est construit autour d'une seule et même logique et qui va jusqu'au bout de cette logique. Et qui est très introspectif en fait sous couvert d'action, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que tout ce qui fait les personnages de Ringo Lam, c'est aussi issu de sa propre personnalité, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours dit en interview se sentir aliéné, se sentir parfois mal à l'aise dans sa vie, dans sa ville, et c'est à partir de ça et de vraiment de son mode de pensée qu'il a fondé toute son œuvre, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on a oublié de le dire au début, mais c'est feu Ringo Lam. Oui, c'est vrai. Qui nous a quittés en 2018, donc c'est récent. C'est un petit peu le premier de tous ces grands cinéastes qu'on fait de notre adolescence, grâce à qui on fait ce podcast aujourd'hui quand même. Hein. Ouais. C'est la première grande figure du polar à être parti, quoi. On va peut-être pouvoir terminer par les recos, créer des liens, tout ça. Est-ce que t'as quelque chose ? Alors tout à l'heure j'ai cité par rapport au personnage de Chow Yun-fat, Luc la main froide, que je vous conseille chaudement parce que c'est un de mes films carcéraux préférés. Mais en regardant Prison on Fire et la dénonciation qu'il fait de la société hongkongaise, j'ai beaucoup pensé à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pensé à ça parce que j'ai finalement un peu ressenti les mêmes émotions devant les deux films. L'impuissance du personnage interprété par Jack Nicholson, c'est un mec qui joue un peu les dingos, qui essaye de pas se laisser prendre dans le truc, qui est très léger, et ça me renvoyait directement au personnage de Ching. Et je pense que ça a été une influence sur ce personnage et même sur le film. Et en même temps, voilà, à la fin, il est victime. C'est beaucoup plus terrible dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais il est victime de la violence et des mauvais traitements en fait de l'institution qui finalement le brise sa liberté et l'handicape à jamais. Pendant tout le visionnage, je pouvais pas m'empêcher de penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou et qui est pour moi un vrai chef-d'œuvre, Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi. Alors moi, du coup, j'ai d'abord voulu citer un film qui s'appelle Section 99, je crois, avec Vince Vaughn, qui est un film carcéral de Craig Zahler. Et puis je me suis rappelé que je n'aimais pas du tout Craig Zahler, en fait. C'est-à-dire que c'est un film carcéral qui est pareil, très dénonciateur, qui parle quand même beaucoup des problèmes du système. Enfin, il parle pas vraiment des problèmes du système carcéral, mais en tout cas la menace vient plus du personnel, on va dire, de la prison que des criminels eux-mêmes. Bon, au final, c'est quelque chose qui me paraît quand même trop complaisant et trop dans une recherche graphique un peu Z pour être comparé à Prison on Fire. Et donc du coup, alors j'ai pensé à Oz, la série, qui est une série carcérale que j'aime énormément, alors qui certes a été probablement trop longue, mais en tout cas je parlerai des premières saisons et je crois qu'on va plutôt se concentrer pour ça sur les deux premières, c'est-à-dire le personnage de Beecher qui est le point d'entrée pour le spectateur dans l'aile de la prison. Et en fait c'est un personnage de la même manière que Tony Leung, qui est pas innocent mais presque, voilà, qui a fait une grosse connerie, je crois, il a renversé quelqu'un sous l'emprise de l'alcool, un truc comme ça, et qui au fur et à mesure des saisons va se retrouver à devenir, en tout cas dans les deux premières saisons, l'un des détenus les plus violents vraiment de la prison, quoi. Voilà, j'aime beaucoup quand même me rappeler les premières saisons de Oz qui étaient vraiment pertinentes et qui voilà, avec Prison on Fire, on
on peut faire beaucoup de parallèles, mais avec beaucoup de films Guerre Zéro aussi quand on y réfléchit, hein. Tu vois, je citais Midnight Express tout à l'heure, c'est un petit peu le même système du mec qui fait une petite connerie et qui se retrouve dans un monde qui est bien trop, en tout cas qui se retrouve avec un traitement qui est complètement disproportionné par rapport à la gravité de ses actes, on va dire. Et pour ne pas comparer à des choses évidentes, on l'a répété maintes et maintes fois, mais finalement le film qui serait la suite spirituelle logique, et on l'a cité à maintes reprises, c'est School on Fire, tout simplement. Si évidemment. Vous avez aimé Prison on Fire, School on Fire, c'est finalement l'expérience on fire ultime de Ringo Lam. C'est tout ce qui fait les qualités, la réussite de Prison on Fire poussé encore au niveau supérieur, quoi. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a pas mal parlé de Prison on Fire, donc et de Ringo Lam. En même temps, il fallait, on n'en avait pas encore parlé, donc j'ai encore beaucoup de choses qu'on n'a pas faites, donc ça c'est super. Ceci étant dit, salut à tout le monde, à très bientôt. On va réfléchir au prochain sujet, et puis voilà, on va essayer de revenir comme d'habitude, dès qu'on pourra, et dans pas très longtemps. On vous fait plein de bisous et on vous souhaite de continuer à regarder plein de films HK. Plein de films HK. Et à bientôt. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kerok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.